Mesdames et messieurs, bienvenue bien sûr à votre chaîne, la chaîne de la Révolution africaine, la chaîne de l'éveil de la conscience africaine, Pouvoir Télévision. Je crois que chaque fois nous voyons, tous les téléspectateurs, quand on se voit, vous et moi, face à la télévision, je pense qu'on parle directement de l'émission Face B de l'Occident. Pourquoi Face B de l'Occident? Parce qu'autrefois, les Occidentaux nous ont un peu baratinés partout en nous disant que l'Europe ou l'Occident, c'est le paradis sur Terre. Tous les jeunes africains, partout où ils sont, rêvaient d'aller en Europe ou aux États-Unis, au Canada, pour aller trouver un peu leur avenir, le bonheur, le bien-être. Mais après un certain moment, beaucoup commencent à se poser des questions. Est-ce que réellement l'Occident, c'est le paradis sur Terre? Évidemment, non. Nous vivons sur la même planète. Nous avons des réalités. Bien sûr, l'Europe a été construite, bien sûr, par les Africains, mais on nous a menti, ce ne sont pas les Africains qui l'ont construit. Il y a autant de choses que les Européens ne faisaient pas, mais grâce au contact avec les Européens et les Africains ont appris aux Européens comment vivre, le savoir-vivre. Et on construit des buildings, on construit tout ce qu'ils devaient construire. C'est grâce aux Africains. Mais ici en Afrique, les Occidentaux sont venus détruire toute notre civilisation, détruire toute notre économie, détruire notre science et notre politique. Et voilà, aujourd'hui, l'Afrique se retrouve au plus bas dans tous les continents, le moins développé du monde. Voilà pourquoi, grâce à l'émission Face B de l'Occident, nous allons vous démontrer, nous allons vous donner un autre sens et une autre vision de l'Occident. Voilà pourquoi on appelle l'émission Face B de l'Occident. Croyant qu'il y a des buildings, mais derrière les buildings, il se cache énormément de choses. Pensant qu'aujourd'hui, c'est des pays émergents, mais en réalité, il y a une autre réalité qui est derrière. Voilà pourquoi, vous et moi, aujourd'hui, nous allons parler l'Europe au bord du faillite. Beaucoup se posent des questions. Oh, quelle Europe? Bien sûr, l'Europe au bord du faillite. L'Occident, en réalité, vit du crédit. L'Occident, ils vivent du crédit. Donc, en réalité, les Occidentaux n'ont pas de ressources pour pouvoir payer tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc, automatiquement, ils ont construit, ils ont créé un système. Ce système qui est contrôlé par le Fonds monétaire international, FMI, et bien sûr la Banque mondiale, qui permet notamment à tous les dirigeants du monde de pouvoir mettre l'argent dans les banques occidentales, qui permet notamment de pouvoir injecter cet argent dans leur économie. Quand on vient, on prend des ressources à l'époque coloniale, on prend des ressources ici en Afrique, mais bien sûr, on va directement les injecter dans l'économie européenne ou occidentale. Et on va voir que dans les années passées, un pays comme la Belgique, grâce au caoutchouc, était un pays puissant et un pays très économique, un pays où il faisait bon vivre, grâce à tout ce qu'il prenait ici, en République démocratique du Congo. Donc voilà pourquoi les économies ont été alimentées au niveau de l'Occident. Bien sûr, la France, avec tous ces colonies et tout ça, tous ces pays, le Sénégal, Centrafrique, Congo-Brazzaville, Gabon et tous ces pays, bien sûr, ils prenaient des ressources, ils contrôlaient les ressources
Donc voilà pourquoi est-ce qu'on parlait d'une économie assez forte. Mais quand on parle aujourd'hui, je l'ai très bien dit, l'Europe au bord du faillite. Les dirigeants européens ne veulent pas en parler. C'est un sujet tabou partout. Mais alors que la réalité et tout ce qu'on est en train de vivre, il est en train de se montrer que les Européens sont vraiment au bord du faillite. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a cette grogne sociale. La population en a marre de travailler pour de miettes. Pendant que les dirigeants sont en train de faire tout ce qu'ils ont envie de faire, avoir des salaires énormes, piller l'Afrique à gauche, à droite, mais la population est en train de souffrir. Je dis bien, la population européenne est en train de souffrir. Mais si cette population est en train de souffrir, c'est parce qu'il n'y a pas d'économie. On gère mal. En réalité, tous ces pays n'ont pas une très bonne production intérieure brute, qu'on appelle le PIB. Étant donné que cette production est en baisse, donc automatiquement l'économie sera aussi en baisse. Pouvez-vous imaginer que le PIB, aujourd'hui, la dette de la France est plus importante que la dette en République démocratique du Congo. Donc la République démocratique du Congo est moins endettée que la France. Aujourd'hui, la France, avant de pouvoir s'engager même dans des guerres, doit emprunter de l'argent. Pour investir ou injecter de l'argent dans le système social, ils doivent emprunter de l'argent. Bien sûr, à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international. Bien sûr, ils doivent emprunter de l'argent. Donc, aujourd'hui, on parle de l'économie de la Belgique qui souffre aujourd'hui. La Grèce, par exemple, la Grèce, c'est le modèle de la démocratie, ou le berceau de la démocratie. Parce que quand on parle de la démocratie, on voit la Grèce. Mais aujourd'hui, ce modèle de la démocratie n'arrive plus à survivre. La Grèce est en faillite. L'Italie vit sous perfusion de l'Europe. Donc l'Italie est perfusée par l'Europe pour survivre. Parce qu'en réalité, ils n'ont plus rien à faire. Et on va voir des pays comme l'Allemagne, incroyable mais vrai, mais l'Allemagne est au bord du gouffre. Qui veut dire que les économies occidentales sont en train de souffrir, mesdames et messieurs. Alors que nos professeurs, soit disons à l'université, ici en République démocratique du Congo ou en Afrique, vont étudier le système économique occidental et venir avec ces systèmes ici pour pouvoir l'installer ici en République démocratique du Congo ou en Afrique. Alors que ce système a conduit et est en train de diriger l'Occident vers la faillite, mais nos dirigeants vont sur place pour pouvoir acquérir la connaissance économique occidentale, pour venir ici avec des TVA, toujours des taxes et des taxes et des taxes et des taxes. Et on demande à la population de plus travailler. Et c'est pour cela que vous voyez un peu partout dans les pays européens, vous voyez des manifestations en manifestations. Pourquoi? En réalité, c'est parce que tous ces pays-là, les populations en ont marre de travailler et de payer. De payer pour de l'argent que les dirigeants vont emprunter et ils vont venir, ils vont faire n'importe quoi avec cet argent-là et juste après, c'est la population qui va payer. Comment la population va payer cet argent-là? Mais bien sûr, en travaillant plus, en payant des taxes. Il y a énormément de taxes dans le monde occidental que la population n'arrive plus à suivre. Voilà, c'est pourquoi un ras-le-bol. Et ce ras-le-bol
Bien sûr, on doit le manifester. Et c'est pour cela que vous voyez tous ces mouvements des Gilets jaunes partout en Europe. Et bien sûr, parce qu'en réalité, les gouvernements n'arrivent plus à suivre. On voit des gouvernements qui démissionnent à tout moment. Je prendrai l'exemple même de la Belgique. Il y a un certain moment, la Belgique n'avait pas de gouvernement. N'avait pas de gouvernement. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'y a rien qui marche. Ces gouvernements n'arrivent même pas à finir leur mandat. Si on prend qu'un mandat est de 5 ans. Mais ce gouvernement n'arrive même pas à le faire. Le président Macron, depuis qu'il est au pouvoir, je ne sais pas combien de gouvernements il a changé. Pourquoi en réalité? Parce que ça ne suit pas. Ça ne suit plus. Il y a cette instabilité économique que l'Europe est au bord de faillite. Mesdames et messieurs, je sais qu'en le disant aujourd'hui, en parlant de ça, beaucoup qui ont des frères en France ou en Belgique, en Allemagne et tout ça, vont appeler pour dire « Non, mais on nous a dit ici que l'Europe je dis l'Occident, est en faillite. » Voilà, nous allons directement au niveau des régies prendre l'élément et puis nous allons revenir pour pouvoir notamment conclure notre mission. L'élément est assez long, mais suivez attentivement, comme ça nous allons revenir après pour pouvoir notamment décortiquer et puis parler de tout ce que vous venez de voir. Merci beaucoup. Régie. Et si je vous disais que certains des pays les plus admirés au monde sont au bord de l'effondrement? Les pays que nous associons à la prospérité, à la culture et à la stabilité pourraient essayer de ne pas survivre jusqu'en 2025. Comment est-il possible que des nations comme la Suède, la France ou l'Italie, considérées comme des exemples de réussite, se trouvent dans une situation économique si critique que leur avenir est en jeu? Aujourd'hui, je vous emmène dans une visite choquante de 10 pays confrontés à une faillite brutale avec des conséquences dévastatrices pour leur population. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe derrière leurs frontières. Et le pire, c'est que ce n'est que le début. En outre, au milieu de la vidéo, nous vous révélerons quel est le pays dont l'économie croît le plus rapidement à l'heure actuelle. Cela dit, commençons. Numéro 10, Suède. Pendant des décennies, la simple évocation de la Suède a fait naître des images d'un État-providence solide, d'innovations technologiques étonnantes et d'un système éducatif que beaucoup considéraient comme l'un des meilleurs au monde. La culture suédoise était associée à l'ordre, à l'efficacité et à la modernité, faisant du pays nordique une référence en matière de qualité de vie et de progrès. Cependant, ces dernières années, cette puissance a subi une détérioration financière que peu de gens auraient pu imaginer. La dette publique a grimpé en flèche lorsque le gouvernement, essayant de maintenir ses ambitieux programmes sociaux, a commencé à emprunter de plus en plus. Au début, l'impact était presque imperceptible car l'image de prospérité était maintenue sur la base d'impôts élevés, d'investissements étrangers et d'un grand prestige international. Cependant, avec l'apparition de divers problèmes économiques mondiaux, le château de cartes a commencé à vaciller. Le secteur industriel, l'un des principaux piliers de l'économie suédoise, a été confronté à une baisse de la demande internationale. Dans le même temps, des scandales de corruption interne et des controverses administratives ont commencé à révéler un réseau de mauvaise gestion qui a mis en évidence la fragilité du système. À cela s'est ajouté le mécontentement croissant de la population face à la détérioration des services publics, longue liste d'attentes dans le secteur de la santé, hausse du chômage et coupes budgétaires menaçant la qualité de l'enseignement. Les conséquences sociales ont été profondes. Les rues des grandes villes se sont remplies de personnes cherchant désespérément des réponses à la crise. Les marchés internationaux ont commencé à se méfier de la capacité de la Suède à soutenir son économie, ce qui a provoqué un afflux de capitaux et une détérioration de la monnaie locale. À ce sombre tableau s'ajoute un clivage politique de plus en plus profond. Le gouvernement, pour tenter de maintenir le calme, a renforcé la censure des médias et proposé des mesures d'austérité qui, à leur tour, ont accru les protestations populaires. Numéro 9. Estonie. Pendant des années, l'Estonie a été un modèle de transition réussi après la dissolution de l'Union soviétique.
Le monde entier s'est émerveillé de son entrée dans la numérisation et de la modernisation de ses systèmes gouvernementaux. Elle était connue pour être le premier pays à adopter le vote électronique à grande échelle et pour avoir pris des initiatives visant à faciliter la création de jeunes entreprises. Cependant, sous cette surface technologique dynamique se cachèrent des problèmes structurels qui ont conduit à une crise alarmante. Les attentes élevées en matière de croissance économique ont conduit à des investissements inconsidérés et à une dette croissante qui est peu à peu devenue ingérable. Promettant de moderniser les infrastructures et de maintenir la compétitivité internationale, les dirigeants ont dépensé des sommes énormes dans des projets qui n'ont pas toujours eu l'impact escompté. Les tensions politiques internes ont conduit à des changements constants de dirigeants et à une série d'accusations de népotisme qui ont sapé la confiance des citoyens dans leurs institutions. En outre, la dépendance de l'économie estonienne à l'égard de secteurs très spécifiques, tels que la technologie et les services d'Internet, l'a exposé à tous les chocs internationaux. Lorsque la demande mondiale a chuté et que les investisseurs se sont tournés vers des marchés plus stables, l'Estonie s'est retrouvée vulnérable. La population, qui était fière des progrès numériques et de la transparence de son gouvernement, a commencé à remarquer des fissures. Le coût de la vie a grimpé en flèche, l'aide de l'État a été réduite et des protestations ont commencé à se faire entendre pour réclamer une reformulation complète du modèle économique. Avec des pénuries alimentaires dans certaines zones rurales et une inflation galopante, la cohésion sociale a été gravement affectée. Numéro 8. Lettonie. La Lettonie a toujours été connue pour sa richesse culturelle avec un héritage historique mêlant les influences baltes et européennes. Ses festivals de musique chorale et son architecture d'époque ont attiré des touristes du monde entier. Cependant, à côté de cette beauté culturelle, le pays n'a pas été en mesure de consolider une politique économique stable après avoir obtenu son indépendance de l'Union soviétique. En Lettonie, la corruption s'est installée à plusieurs niveaux de l'administration publique, ce qui a conduit à une gestion douteuse des fonds internationaux destinés à stimuler le développement. Les prêts contractés pour moderniser les infrastructures de base n'ont jamais été utilisés efficacement, ce qui a entraîné un accroissement de la dette que la nation n'a pas été en mesure de rembourser. Sur le plan social, l'émigration massive a exacerbé le problème. Incapables de trouver des emplois décents à des salaires compétitifs, de nombreux citoyens sont partis vers d'autres destinations en Europe occidentale. Cet exode a réduit la main-d'œuvre locale et a laissé le pays avec une population vieillissante incapable de soutenir la production et la croissance économique. Entre-temps, les quelques industries locales qui ont survécu ont dû faire face à un manque d'intrants, à un manque d'investissements étrangers et à une obstruction bureaucratique résultant d'un appareil gouvernemental surchargé et inorganisé. La pauvreté a augmenté dans les zones rurales et, dans les villes, les tensions se sont accrues entre les habitants qui tentaient de maintenir leurs entreprises et les autorités qui cherchaient désespérément à lever des fonds en augmentant les impôts pour faire face à la crise. Numéro 7. Hongrie. La Hongrie est célèbre pour son riche folklore, sa gastronomie aux saveurs uniques et sa capitale, Budapest, considérée comme l'une des plus belles villes d'Europe. Pendant des années, elle a été une destination touristique incontournable et sa culture a laissé entrevoir une identité fascinante dans ses paysages. Cependant, derrière les spectacles culturels et l'image de croissance, la nation a été secouée par de fortes tensions politiques et une crise de gestion qui l'a poussée au bord de la faillite. L'ingérence de certains dirigeants locaux dans la sphère économique a conduit à une répartition déséquilibrée des ressources. Des projets gouvernementaux favorisant des intérêts particuliers ont entraîné le détournement de fonds destinés à des infrastructures essentielles. En conséquence, des secteurs tels que la santé et l'éducation ont subi d'importantes réductions et le tissu social a commencé à souffrir. Dans le même temps, les mesures autoritaires ont tiré la sonnette d'alarme au sein de la communauté internationale, limitant les investissements étrangers et réduisant la coopération avec les pays voisins. La hausse de l'inflation et la stagnation de la production intérieure ont aggravé la situation et la popularité du gouvernement s'est effondrée, ce qui a entraîné des manifestations. La population, autrefois fière de son histoire et de son indépendance, se retrouve aujourd'hui piégée dans un contexte précaire. Les classes moyennes et inférieures subissent la flambée des prix et l'augmentation des prix des produits de première nécessité. L'insécurité alimentaire commence à émerger dans les zones rurales, alimentée par l'impossibilité d'acheter les intrants de base. Il en résulte un climat de désespoir généralisé. La corruption a terni la réputation du pays et la communauté internationale considère la débâcle hongroise comme un nouvel exemple de la fragilité européenne. Sans correction forte, la Hongrie pourrait s'effondrer financièrement dans un avenir proche, incapable de tenir jusqu'en 2025 sans déclarer un état de faillite absolu. Numéro 6. Allemagne.
Tout au long de l'histoire, l'Allemagne a été louée pour sa mécanique de précision, sa productivité industrielle et sa puissance économique. Pendant des décennies, elle a été le leader du continent européen en termes de croissance et de stabilité. Ses automobiles, ses machines et ses produits de haute qualité ont été exportés dans presque tous les coins du monde. Cependant, le temps a montré que même ce colosse n'est pas à l'abri des forces qui peuvent conduire un pays à la faillite. L'une des principales causes du déclin de l'Allemagne réside dans l'accumulation incontrôlée des dettes générées par la réunification et l'aide apportée par la suite à divers pays en crise. En outre, la transition énergétique a imposé un coût énorme au gouvernement, qui a dépensé des milliards d'euros pour les énergies renouvelables et des subventions qui n'ont pas toujours été rentables. Les tensions géopolitiques ont également exercé une pression sur le pays, perturbant les principales routes commerciales et rendant les investisseurs internationaux méfiants. Sur le plan social, les inégalités se sont accrues de manière inquiétante. Alors que certaines villes ont prospéré, d'autres régions ont été plongées dans le chômage et la pauvreté. Le tissu social a été mis à rude épreuve par l'arrivée de vagues d'immigrants, entraînant un choc culturel et l'émergence de mouvements politiques radicaux. Le coût de la vie s'envole, affectant particulièrement la classe ouvrière qui voit son salaire perdre de sa valeur face à l'inflation. Au fil du temps, l'absence de consensus politique a conduit à la paralysie des gouvernements. Toutes les réformes nécessaires pour inverser la crise ont été bloquées par des querelles partisanes. Le système bancaire, autrefois pilier solide de l'économie, a commencé à afficher un niveau d'endettement et un manque de liquidité alarmant. Pour de nombreux experts, la faillite de l'Allemagne pourrait être l'une des plus choquantes de l'histoire moderne, compte tenu du rôle crucial qu'elle jouait dans l'économie mondiale. S'il n'est pas redressé, ce géant européen pourrait vaciller et entraîner les pays voisins dans sa chute, créant un effet domino qui transformerait à jamais la géopolitique de la région. Nous sommes à la moitié de la vidéo, ce qui est promis est dû. Quel est le pays qui a la plus forte croissance économique? Il s'agit de Macao, qui n'est pas vraiment un pays, mais une région spéciale de la Chine. Vous voulez en savoir plus? Nous vous le dirons à la fin de la vidéo. Numéro 5. France. La France a toujours été une référence culturelle et artistique mondiale. Son histoire en tant que berceau des Lumières et son influence sur la mode et la gastronomie en ont fait une destination prisée par des millions de touristes. Cependant, derrière cette façade de charme, le pays est confronté à une série de problèmes économiques et sociaux qui se sont intensifiés ces dernières années. La dette publique de la France a atteint des niveaux insoutenables en raison des dépenses élevées de l'État pour maintenir un système de protection sociale coûteux. Dans le même temps, la productivité n'a pas été suffisante pour couvrir ces dépenses, ce qui a entraîné une augmentation des impôts et une fuite des entrepreneurs et des investisseurs. L'image internationale de la France a été ébranlée par des manifestations de masse, souvent violentes, qui témoignent du ras-le-bol de la population à l'égard des politiques gouvernementales. La corruption dans les hautes sphères politiques a jeté de l'huile sur le feu. Plusieurs fonctionnaires ont été accusés de détournement de fonds, d'enrichissement illicite et de négligence dans l'administration des services publics. Cela a sapé la confiance des citoyens qui se sentent abandonnés et mal représentés. Dans les rues, la peur du chômage coexiste avec la frustration face à l'inefficacité évidente du gouvernement. La crise a également frappé de plein fouet le secteur du tourisme et l'industrie du luxe, deux piliers fondamentaux de l'économie française. Avec moins de visiteurs et une consommation en baisse, le pays subit une forte réduction de ses revenus, ce qui rend encore plus difficile le remboursement de sa dette. Le spectre de la faillite plane sur la France. Si les querelles internes ne cessent pas et que des réformes drastiques ne sont pas mises en œuvre, le pays pourrait être plongé dans une récession prolongée qui finirait par ébranler sa stabilité sociale et politique. Pour beaucoup, l'icône France est plus en danger que ses fiers dirigeants ne veulent l'admettre. Numéro 4. Portugal. Le Portugal, situé sur la péninsule ibérique, est célèbre pour son passé maritime, ses marins légendaires et son riche patrimoine culturel, dont le fado, cette musique traditionnelle qui fascine tous ceux qui l'écoutent. Cependant, après la crise financière qui a secoué l'Europe il y a plus de 10 ans, le pays ne s'est jamais complètement remis. Les gouvernements successifs ont eu recours à l'emprunt pour sauver les banques en difficulté et maintenir des services publics qui, au fil des ans, sont devenus insoutenables. L'absence d'un plan de développement économique solide, conjugué à un taux de chômage élevé chez les jeunes, a sapé la confiance du public et des investisseurs. L'exode de professionnels portugais talentueux vers d'autres pays à la recherche d'opportunités a privé la nation d'une main-d'œuvre vitale pour l'innovation et le progrès.
Sur le plan politique, le Portugal a souffert d'une stagnation chronique. Les divisions entre les partis ont empêché l'adoption de mesures susceptibles d'alléger la dette croissante. Les coupes budgétaires sont devenues insupportables pour les classes populaires qui dépendent d'un État-providence de plus en plus affaibli. Le coût de la vie a augmenté, les salaires ont gelé, et les écarts sociaux se sont creusés. L'image internationale du Portugal, malgré son attrait touristique, se détériore. L'insécurité a commencé à croître dans les zones urbaines et une vague de petits conflits du travail, bien que fragmentés, a commencé à émerger, contribuant à donner une image d'instabilité au monde. Au fil du temps, les investisseurs ont fui vers des destinations plus fiables, ce qui a encore précipité la récession économique. Aujourd'hui, la possibilité d'une faillite imminente n'est plus une rumeur, mais une réalité qui menace de devenir officielle à tout moment. La société portugaise, autrefois fière de son passé, est de plus en plus déçue par son présent et craint un avenir très sombre. Sans un changement radical, le pays risque l'effondrement économique d'ici 2025. Numéro 3, Espagne. L'Espagne est mondialement connue pour son histoire, ses festivals colorés et la chaleur de ses habitants. Pendant des décennies, son attrait touristique, ses équipes de football de classe mondiale et sa gastronomie en ont fait une référence dans le sud de l'Europe. Cependant, après plusieurs cycles d'expansion et de récession, l'économie espagnole ne s'est jamais complètement stabilisée. La bulle immobilière qui a éclaté il y a quelques années a laissé un énorme fardeau de dettes, des hypothèques en souffrance et des banques au bord du gouffre. Bien que des plans de sauvetage et des politiques d'austérité aient été mis en œuvre, nombre de ces mesures n'ont pas suffi à redresser la situation. La corruption politique, avec des scandales s'étendant de la plus haute noblesse aux bureaux municipaux, a miné la confiance du public. Le chômage, en particulier chez les jeunes, a atteint des niveaux alarmants, entraînant une fuite des talents vers d'autres pays à la recherche d'opportunités d'emploi. Dans les rues, les manifestations sont devenues quotidiennes, la population exigeant la transparence, la justice et des réformes profondes. La dette nationale a continué de croître, tout comme les pressions exercées par les organismes internationaux pour que des coupes plus importantes soient effectuées. Les services publics, qui faisaient autrefois la fierté de la société, ont commencé à subir des coupes budgétaires, entraînant une détérioration de la qualité de l'éducation et des soins de santé. Dans le même temps, le secteur du tourisme, moteur essentiel de l'économie, a été affecté par de nouveaux concurrents en Méditerranée et par l'instabilité générée par les grèves incessantes dans les aéroports et les transports. L'Espagne est actuellement confrontée à de sérieux obstacles pour éviter la faillite officielle. Le mécontentement populaire s'accroît, les tentatives de réforme ne semblent pas aboutir et la classe politique lutte pour se maintenir au pouvoir dans un climat d'incertitude. Si le pays ne parvient pas à conclure un accord de désendettement et à mettre en œuvre des solutions radicales de toute urgence, la faillite pourrait survenir avant 2025, plongeant la société dans une crise sans précédent. Numéro 2, Italie. L'Italie est célèbre pour son art, sa mode et sa gastronomie. Des villes comme Rome, Florence et Venise ont été des destinations de rêve pour des millions de visiteurs et ses créations de design et de haute couture ont brillé sur les podiums du monde entier. Cependant, derrière cette image glamour, le pays accumule les problèmes économiques depuis des décennies. L'énorme dette publique de l'Italie est l'une des plus élevées d'Europe et ne cesse d'augmenter. La corruption systémique et l'instabilité politique, avec des gouvernements qui vont rarement jusqu'au bout de leur mandat, ont rendu impossible des réformes structurelles cohérentes. Les secteurs productifs qui constituaient l'épine dorsale de l'économie, tels que l'industrie automobile ou la mode de luxe, ont été frappés par la concurrence mondiale et le manque d'innovation. Sur le plan social, le chômage chronique a poussé de nombreux jeunes à émigrer, à la recherche d'une stabilité que leur pays ne peut leur offrir. Les inégalités régionales sont de plus en plus évidentes. Le Nord industrialisé lutte pour rester compétitif, tandis que le Sud sombre dans l'abandon et la pauvreté. Ce clivage alimente de vieilles rancœurs et aggrave les tensions politiques. Les infrastructures nationales, notamment les routes, les ponts et les réseaux de transport, sont dans un état de délabrement constant. Pratiquement aucune ressource n'est allouée à leur entretien, car une grande partie du budget est consacrée au paiement des intérêts de la dette et à la tentative de maintenir à flot les systèmes de santé et de retraite qui sont à bout de souffle. Numéro 1, Grèce. La Grèce, berceau de la civilisation occidentale et patrie de grands philosophes, artistes et mathématiciens, est un symbole d'histoire et de culture depuis des siècles. Ses îles, ses monuments et sa cuisine méditerranéenne en ont fait une destination privilégiée pour des millions de visiteurs à la recherche du charme mythique de la Grèce. Sur le plan économique, cependant, le pays souffre d'une crise perpétuelle qui a atteint des proportions tragiques.
Les sauvetages financiers successifs de l'Union européenne n'ont pas réussi à remettre l'économie grecque sur les rails à long terme. L'énorme dette publique est restée un lourd fardeau, entraînant des coupes dans les services sociaux, les pensions et les investissements dans les infrastructures. Le chômage a grimpé en flèche, en particulier chez les jeunes qui sont partis en masse vers des pays offrant de meilleures garanties ou de meilleures garanties. Au niveau gouvernemental, la corruption et l'instabilité politique sont devenues de monnaie courante. Les politiciens des différents partis ont promis des solutions qui n'ont jamais vu le jour, tandis que la confiance du public s'est effondrée. Les grèves générales et les manifestations de rue sont devenues une constante à Athènes et dans d'autres villes, témoignant de la lassitude de la population. L'accès à la nourriture et aux médicaments est devenu plus difficile au cours des pires années de la crise, alors que les importations stagnaient et que le pays se rapprochait d'une possible sortie de la monnaie commune. Bien que des accords avec les créanciers internationaux aient été tentés. Ils exigent généralement des politiques d'austérité qui aggravent les souffrances de la population sans garantie d'une véritable reprise. Aujourd'hui, la Grèce reste au bord de la faillite pure et simple, avec une marge de manœuvre minuscule. La possibilité d'un redressement avant 2025 semble lointaine, et la crainte d'un nouvel effondrement financier qui laisserait la nation au bord du gouffre devient de plus en plus réelle. Pour beaucoup, le pays qui a abrité le berceau de la démocratie subit aujourd'hui le visage le plus dur d'un système économique mondial qui pourrait finalement le mettre hors jeu si des changements urgents ne sont pas apportés. Eh bien, nous sommes arrivés au bout. Macao, une région administrative spéciale de la Chine, devrait être l'économie à la croissance la plus rapide en 2024, avec un taux de croissance stupéfiant de 27,2%. Ce rebond est principalement dû à la reprise du secteur du tourisme et des casinos après les années critiques de la pandémie. Surnommée la Las Vegas de l'Asie, Macao dépend fortement des jeux d'argent, qui représentent déjà plus de 50% de son économie. L'assouplissement des politiques de la Chine et le renouveau du tourisme international sont à l'origine de la reprise accélérée de Macao, qui redevient l'une des principales destinations touristiques. Voilà, mesdames et messieurs, juste après l'élément. Je pense qu'il faudrait absolument demander aux dirigeants africains de pouvoir changer d'orientation. On doit changer, même dans le système éducatif. On doit tout changer. Parce qu'en réalité, on a des économistes ici en Afrique. Bien sûr, qui sont incapables de pouvoir nous donner une économie assez forte. Parce qu'en réalité, je veux le dire, pour beaucoup de gens qui font la science politique, il y a une phrase qu'on les répète à chaque fois. L'histoire est la mère de la culture. La culture produit le social oriente l'économie, l'économie donne du tonus à la politique et la politique gère la cité. C'est lui qui a compris tout cela, est un bon citoyen pour sa nation. Donc il veut dire que l'histoire, c'est de là coule la culture. C'est à travers l'histoire qu'on voit la culture des gens. Et dans cette culture, bien sûr, c'est là qu'on produit le social. Et à partir du social, ce social, vu qu'on est en train de produire, vu qu'on travaille, on a besoin de ça, ça. Tout ce qu'on a besoin, mais bien sûr, on est en train de créer. Mais en le créant, mais bien sûr, on doit le vendre. Et on doit l'exporter. Et c'est ce qui va permettre notamment d'importer aussi. Mais quand on va exporter, importer, automatiquement, on va calculer. Et ces mouvements-là, au niveau de la sociale, au niveau du social, excusez-moi, qui va permettre notamment de pouvoir augmenter l'économie, qui va donner du tonus à notre économie. Et bien sûr, l'économie, c'est tout ce qu'il faut pour un politicien, pour la politique. L'économie est très importante pour gérer. Comment est-ce qu'on veut gérer sans économie? Imaginez-vous une personne qui vit de crédit. Bandeko Nangai, je vais quand même le dire un peu en lingala, parce que mon émission est assez bilingue. Bamindele, ba occidentaux, les Européens, ba viva kana crédit, nambongo ya kodefa.
Donc, dès que vous France, Belgique, les pays qui sont en train de vivre na crédit. Et c'est ce qui va défendre solo pour que les gens soient malades. Outa, Bamboka Afrique, tu continues à l'indépendance. Vous allez voir que, au départ, les Occidentaux venaient ici, exploiter le coton comme ils voulaient. Mais bien sûr, après un certain moment, les villageois, bien, je veux dire, les autochtones, excusez-moi, les autochtones, vont se dire, mais comment ça se fait que ce coton nous appartient? Mais pourquoi vous venez comme ça et vous le prenez comme ça? Mais bien sûr, il faudrait mettre quelque chose, un peu d'argent, qui fait que ça va un peu augmenter les dépenses chez les Occidentaux. Mais à un certain moment, je dis, mais non, c'est à nous. Le coton, on peut en faire des vêtements. On peut faire ça, 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 ça avec ça. Donc automatiquement, nous le donner comme ça ne va pas. Et ils ont commencé à nous arnaquer, malgré qu'ils payaient, mais c'est un système de paye d'arnaque. Comme on l'a dit la dernière fois, nos dirigeants vont aller sur place, ils vont acheter le matériel sur place, ils demandent à emprunter de l'argent au FMI et à la Banque mondiale. Ben bien sûr, on va les rouler, on va les arnaquer. On va demander à nos dirigeants d'emprunter de l'argent au FMI et à la Banque mondiale. Mais juste après d'avoir emprunté l'argent au FMI et à la Banque mondiale, on leur impose ce qu'ils doivent absolument faire avec cet argent-là. Ils vont venir, si les systèmes ne vont pas marcher, on va lui envoyer des engins et les agents qui vont travailler avec les engins. Donc automatiquement, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout cet argent qu'on a emprunté va retourner là-bas. Donc automatiquement, nous on a une dette. Mais pour notamment payer cette dette, on va demander aux pays, je veux dire aux Occidentaux, de venir exploiter nos richesses. Et c'est ce qui se passe. Mais quand on refuse aujourd'hui, il y a un problème. L'économie occidentale ou l'économie européenne est en faillite. Les pays comme la Grèce, la France, l'Italie, l'Allemagne, je dis tous ces pays. Aujourd'hui, on voit même la Grande-Bretagne avec ses problèmes de Brexit. On voit que la Grande-Bretagne n'arrive même plus à subvenir aux besoins de la population. Donc l'Occident n'arrive plus à subvenir aux besoins de cette population, de sa propre population. Mais comment est-ce que nous, Africains, on veut prendre ce modèle d'économie, on veut observer ce modèle d'économie pour pouvoir notamment le mettre chez nous? C'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. Il faudrait absolument aux dirigeants africains de créer un modèle d'économie africaine pour permettre notamment à l'épanouissement de la population africaine et au développement de l'Afrique. Donc voilà pourquoi nous sommes tout le temps avec Nelson Mandela en Angola. Ah, dans ce temps-ci, qui nous amène un message salutaire du Père Créateur. Comment est-ce qu'on va sortir de tous ces problèmes à travers le monde? Aujourd'hui, l'Afrique souffre énormément parce qu'en réalité, le système économique dans lequel nous voulons absolument vivre, nous voulons absolument gérer notre continent, ce système, c'est un système, déjà un système occidental, où ils vivent de crédit. Et ce système est en train d'étouffer les populations africaines et européennes. Ils en ont marre. Et voilà pourquoi, moi, je demande aux dirigeants africains de ne pas suivre ce système parce qu'en réalité, l'Europe est au bord du faillite. Il n'y a plus rien. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je pense qu'on va continuer le sujet prochainement. La télévision sur le temps. Donc voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Nous vous remercions énormément à tous les téléspectateurs qui sont partout dans le monde. Nous vous remercions énormément. Et je pense qu'on va continuer ce sujet et on aura des invités par rapport à ce sujet pour notamment accentuer un peu, je veux dire, ce qu'on veut absolument vous démontrer.
Donc parler de l'Europe aujourd'hui, l'Europe est en faillite. Merci beaucoup. Nous remercions notamment l'équipe technique de Vivante Télévision, toujours là pour nous servir, notamment Dete Kwaku et Tata Makaba qui sont avec nous aujourd'hui sur le plateau de Vivante Télévision, notamment pour nous aider à d'être devant vous. Nous remercions énormément Tata Simba Siluvundi, le réalisateur de l'émission Face B de l'Occident. Nous vous remercions énormément et vous et moi, bien sûr, nous nous retrouvons pour une autre émission de Face B de l'Occident, dans pas si longtemps, bien sûr la semaine prochaine. Merci beaucoup et à très bientôt.